les abonnés de Gusta Tutoriel. Et aujourd'hui, nous sommes là avec la résistance du matériau. La résistance du matériau, je crois que c'est toujours votre formateur, Gustave Gianni, qui vous accompagne chaque fois sur Gusta Tutoriel. Alors, nous allons débuter aujourd'hui avec le premier chapitre de la résistance du matériau. Alors, le chapitre qui est intitulé juste le généralité sur la résistance des matériaux. On va voir certaines généralités sur la résistance des matériaux. En fait, la résistance des matériaux, c'est un cours qui est un peu très complexe, et il y a certains termes qui sont à l'intérieur et des fois, les gens ne comprennent pas ces termes-là. Pour bien étudier le même cours, la résistance des matériaux, on doit se mettre à jour, je peux dire, avec certains termes, pour qu'on se comprenne plus facilement. Donc, ça sera le généralité sur la résistance des matériaux. Dans la généralité sur la résistance des matériaux, nous allons voir, il y aura l'introduction, nous avons l'introduction. Dans l'introduction, on va voir certains éléments, tels que c'est quoi la résistance des matériaux, la statique, c'est quoi. Et nous avons le deuxième point, toujours dans le même chapitre, qui est ce qui table sur les actions et forces. Actions et forces. Nous allons avoir les actions mécaniques résultantes de forces. Il y a aussi des forces. Il y a certains éléments que nous allons voir aussi, des composants de force, comment décomposer une force selon certaines directions. Et en dehors de ça, nous aurons des moments. Nous aurons à calculer aussi les moments. On va voir les moments scalaires, les moments vectoriels, les moments par rapport à un axe quelconque. On aura à voir ça. Et après, sur le point 4, nous aurons à voir le torseur. On va voir c'est quoi les torseurs, les éléments de réduction du torseur en un point quelconque, les transports de torseur, quelques propriétés de torseur. Il y a vraiment des éléments qu'on aura à voir. Et en dehors de ça, le cinquième point, ça sera les exercices. On va finir par les exercices d'application sur tout ce qu'on a fait, sur tous les 4 points qu'on aura à avoir fait. Alors, je crois, ce sont ces points-là que nous aurons à étudier sur ces chapitres qui est intitulé généralité sur la résistance du matériau. Alors, on commence. Nous avons le premier point, introduction. L'introduction. Dans l'introduction, nous allons voir 2 termes. Nous avons le premier terme, c'est la résistance du matériau. Résistance des matériaux. Deuxième, nous avons la statique. Voilà. Nous avons ces 2 termes. C'est quoi la résistance du matériau? On nous dit la résistance des matériaux est une branche de la mécanique de milieu continu adaptée aux déformations des structures. Là, nous sommes en génie civil ou génie mécanique. Donc, la résistance du matériau est une branche de la mécanique de milieu continu qui est adaptée juste aux déformations des structures. Donc, il faut calculer en fait certains éléments de structure de sorte que ces éléments résistent aux sollicitations appliquées. Parce que chaque élément aura une sollicitation et cet élément doit être capable de résister et non se casser. C'est ce qu'on évite en résistance des matériaux. Cet élément doit être capable de résister contre des actions appliquées ou des sollicitations qui lui sont appliquées. Donc là, avec le temps, on aura à avoir ça. Tout au long du cours, vous allez comprendre en fait le principe de la définition de la résistance des matériaux. Là, c'est la résistance des matériaux. Alors, nous avons la statique. La statique aussi, c'est une partie de la mécanique. Mais une partie de la mécanique qui s'occupe juste de l'équilibre de corps. Un corps doit être en équilibre. La même chose pour calculer, faire la résistance de matériaux d'un élément ou d'un corps ou d'un système. Ce système doit être en équilibre. Donc, connaissant la statique, nous allons mettre tous les systèmes en équilibre. Et après avoir mis tous les systèmes en équilibre, nous allons maintenant procéder par le dimensionnement, la résistance en fait de matériaux. La
La résistance du matériau nous permettra de faire les choix de la section en fonction de la charge appliquée, les choix du matériau en fonction de la charge appliquée, et aussi les choix de la section de ces matériaux-là compte tenu de la charge appliquée. Donc ça sera en fait comme ça. Alors regardez, je vais illustrer ça par certaines figures. Alors je prends un exemple. L'exemple d'un élément qui travaille par exemple à la traction. Un élément qui est sollicité à la traction. Cet élément est là. Cette barre travaille à la traction. Premièrement, avant de calculer, de faire la résistance de ces matériaux ici, supposons par exemple l'élément est en bois ou métallique, je ne sais pas, n'importe quel matériau. Avant de calculer, de faire la résistance du matériau, avant de calculer la section transversale, supposons par exemple la section transversale de cet élément est là, il faut faire de sorte que ces matériaux soient d'abord en équilibre. Là c'est la statique appliquée. Le matériau doit être d'abord en équilibre avant de passer dans les calculs de section, voir la contrainte, voir la charge. Le tout doit être d'abord en équilibre. Alors, c'est quoi l'équilibre de cet élément? Parce que cet élément est sollicité par des charges. Regardez, j'applique une force, par exemple de traction, une force de traction qui est de 20 tonnes. Pour que cet élément soit en équilibre, il faut que l'autre bout soit sollicité aussi par une autre force de 20 tonnes. De 20 tonnes. Donc, je dois appliquer aussi 20 tonnes. Donc, il y a équilibre de force. Là, ce sont des forces de traction. Du fait que nous avons 20 tonnes ici et 15 tonnes de l'autre côté, il n'y a pas équilibre. Statiquement parlant, ces systèmes ne doivent pas être calculés. Ces systèmes ne doivent pas être calculés parce qu'il n'y aura pas équilibre. La barre ne sera pas en équilibre. Donc 20 tonnes aura tendance à tirer 15 tonnes. Donc c'est ça le but même de la statique. Le but de la statique. Donc le but de la statique est de mettre d'abord en équilibre l'élément. C'est ce que nous allons faire dans la statique. Il y aura un chapitre qui sera intitulé la statique. On va voir comment est-ce que ça se comporte. Alors, on doit mettre d'abord en équilibre cet élément. Après avoir mis en équilibre cet élément, l'équilibre se trouve au niveau de force. Et après avoir mis en équilibre cet élément, et on doit voir maintenant cet élément est en quel matériau. Si l'élément est en bois, là, on aura la contrainte du bois. Si l'élément est métallique, on doit avoir la contrainte du métal, par exemple. Donc là, on voit le matériau. Alors, connaissant la charge et la contrainte, on peut calculer maintenant quelle sera la section qui sera compatible pour résister contre cette charge-là. Bien que la résistance du matériau, en résistance des matériaux, on admet l'équilibre, on admet aussi la déformation, mais que les matériaux ne se cassent pas. C'est là où il y a le problème, que les matériaux ne se cassent pas. Je crois que vous avez un peu compris le principe de la statique et le principe de la résistance des matériaux. Avant de passer au dimensionnement de ces matériaux face à la charge, on doit faire d'abord l'équilibre. On doit rendre d'abord le système en équilibre. Le système doit être en équilibre et puis on vient calculer, déterminer la section qui sera compatible à la charge appliquée. Donc c'est un peu ça notre premier point. Deuxième point. Le deuxième point, nous avons action mécanique et force. 2. Action mécanique et force. Action mécanique et force. On commence par l'action mécanique. 2.1. Action mécanique. C'est quoi une action mécanique? Parce qu'il faut comprendre la différence entre action mécanique et force. C'est quoi une action mécanique? Alors, par définition, on dit, on appelle action mécanique toute cause susceptible de maintenir un corps au repos, de créer ou de modifier un mouvement ou de créer une déformation. Donc je crois on parle là, on est au niveau de la cause. Au niveau de la cause. On dit toute cause susceptible de maintenir d'abord au repos un corps, maintenir au repos un corps,
créer des modifications. Alors, créer en fait, créer ou modifier un élément ou créer des déformations. Donc, cette cause-là est appelée action. Alors, je crois qu'on se comprend très bien. Une action mécanique. Alors, on vient avec deux forces et vous allez comprendre la différence entre force et mécanique et action mécanique. Force. Voilà. Alors, par contre, une force, on appelle force toute action mécanique. Comprenez maintenant que la force est une action mécanique. Mais pas dans le sens général de l'action mécanique. Apparemment, l'action mécanique, si on comprend bien la définition, si vous comprenez aussi mieux la définition, vous allez comprendre que l'action mécanique, c'est une forme générale. Force, c'est une forme particulière d'une action mécanique. Je crois que c'est un peu ça. Alors, on nous dit une force est toute action mécanique qui s'exerce sur un élément. Pas forcément en contact. Là, c'est une force. Toute action mécanique qui s'exerce sur un élément. Mais là, on a dit une action mécanique était toute cause susceptible de maintenir un corps au repos ou de modifier les mouvements de ces corps. Toute cause là, vous allez comprendre, c'est la généralité en fait. Toute cause, c'est une forme générale. Par contre, une force, on nous dit, c'est toute action mécanique qui s'exerce sur un élément. Et aussi, pas forcément en contact. Parce que la force peut être en contact avec un élément ou pas en contact avec un élément. On va voir ces deux types de forces là. On va voir ça. Alors, action mécanique, force. Une force est une action mécanique. Une action mécanique est toute cause capable de modifier l'état de repos d'un corps. En fait, c'est ça l'action mécanique. Toute cause capable de modifier l'état de repos d'un corps. Là, c'est une définition un peu simplifiée. Et vous allez comprendre que cette définition répond aussi à la définition de la force parce que la force est aussi une action mécanique. Mais seulement la force, on dit, la force, c'est cette action mécanique qui s'exerce sur l'élément. L'action mécanique s'exerce sur l'élément. Ici, on parle de l'élément qui s'exerce sur un élément, mais pas nécessairement en contact. Ok. Alors, on nous dit une force est toujours appliquée en un point. Une force est toujours appliquée en un point. Elle est modélisable par l'ensemble d'un point et d'un vecteur glisseur. Donc, cette force dont nous parlons doit être appliquée en un point. Donc, on doit avoir un système, normalement, on doit avoir aussi c'est quoi les systèmes. On doit avoir un système qui doit exister et nous avons la force. Cette force est caractérisée par 4 éléments. La force est caractérisée par 4 éléments. Donc, la force est caractérisée d'abord par une direction. Il faut connaître d'abord dans quelle direction la force est posée. Une direction. Je prends par exemple. Ça, c'est une direction. Une direction, c'est une droite. Une direction, c'est une droite. Alors, une direction, nous avons la direction de la force. Je suppose que la force est dans cette direction ici. Voilà. Direction. En dehors de la direction, une force doit être caractérisée par une intensité. L'intensité.
c'est-à-dire l'intensité en fait c'est le module de cette force. Donc cette force a quelle valeur? Donc je suppose que la direction est connue. Si je connais la direction, je peux connaître aussi par rapport à l'horizontale, cet angle est d'autant parce que je connais la direction. Nous avons la direction, nous avons l'intensité. On doit connaître aussi l'essence de cette force. L'essence de cette force et les points d'application de cette force. C'est-à-dire, la force est là. Les points d'application, je suppose, le point d'application est là. Là, c'est les points d'application. En dehors du point d'application, nous avons l'essence. Nous avons ces 4 éléments ici. Alors, connaissant ces 4 éléments-là, nous pouvons maintenant modéliser la force sans problème. Regardez, nous avons la direction est là, c'est toute cette ligne ici, la direction, et nous avons l'intensité, c'est la valeur de cette force. L'intensité, je me dis par exemple, la force est de 20 tonnes par exemple. Là, c'est l'intensité. Nous avons le point d'application, la force est appliquée en ces points ici, et l'essence est désignée par une flèche comme ça. Et là, nous avons une force. Nous avons une force. Donc, nous pouvons représenter cette force comme ça. Je me dis, j'ai un élément. J'ai l'élément ici. Sur cet élément, nous avons un point. Le point qui est ici. Et cette force de 20 tonnes, par exemple, j'ai donné une valeur. Cette force de 20 tonnes y est appliquée. Voilà, sur un point, avec une valeur de 20 tonnes, avec un angle alpha qui est 30 degrés par exemple. Donc là, nous avons modélisé notre force. Alors, il y a aussi un élément à retenir, c'est les unités de force, parce qu'il faut connaître aussi quelles sont les unités de force. En mécanique, on dit la force est le produit de la masse et l'accélération. Masse fois accélération. Et vous allez comprendre, je dis force égale à la masse multipliée par l'accélération. Et l'unité de la masse, vous connaissez très bien, on est en kilogramme, l'accélération mètre par seconde carré, et l'unité de force sera le newton. Là, c'est l'unité d'abord, l'unité standard de force. Vous aurez le newton. Le newton. Mais seulement la force peut être exprimée en plusieurs autres unités. Donc nous avons le newton, nous avons les kilogrammes force, nous avons le kilonewton, vous avez aussi, à part le newton, nous avons les multiples des newtons. Vous avez le déganewton, vous avez le kilonewton, et il y aura, je crois que vous connaissez très bien le rapport entre les kilogrammes force et les newtons, le déganewton et les newtons, kilonewton, méganewton, il y a le newton a ses multiples. Voilà, donc là, c'était en ce qui concerne les unités de force. Pour aider certaines personnes, nous disons 1 kilonewton. 1 kilonewton correspond à 1000 newtons. 1 kilonewton et 1000 newtons. Et 1 déganewton correspond à 10 newtons. 10 newtons. On peut aller avec, comme vous pouvez bien le voir, dans le tableau qui est affiché, le 1 méganewton, 1 méganewton qui correspondrait à 10 exposant 6 newtons. Donc c'est 1 avec 6 zéros, 1 million newton. Donc vous pouvez voir le tableau, vous avez les unités de force, la correspondance des unités qui est donnée, et ça peut vous aider, ça peut aider certaines personnes qui n'ont pas la maîtrise de certaines unités de force. Alors,